On va se tourner vers Claude Gaillard parce qu'il a quand même une analyse et il a quand même un recul sur la société, puisqu'il a exercé des fonctions importantes auprès du Premier ministre, qu'il a aussi été député, au-delà de ses fonctions qu'il a eues par le... Je ne sais pas si vous êtes toujours en activité, je ne crois pas, ingénieur INSA. Vous travaillez toujours, non? Voilà. Non, parce que vous faites très jeune, donc j'aurais pu... Voilà, donc quel est votre regard, si vous voulez, sur la façon dont l'ingénieur, l'architecte peut tenter d'essayer de changer cette société et de faire en sorte de mieux s'y insérer? Je vais vous donner un micro, vous en avez un, c'est bon? Quel avis avez-vous là-dessus, le retour? Tout d'abord, j'ai bien noté que les politiques sont toujours aussi bien vus. Bon. Par ailleurs, je fais partie d'une minorité. Alors en France, on aime les minorités, puisque j'ai été dans les 4% qui ont eu un passage à l'Assemblée. Moi, j'ai fait 4 mandats. J'ai arrêté volontairement. J'ai laissé ma place à une jeune femme, donc je ne suis pas franchement mauvais. Et donc je parlerai de tout ça de façon plus posée. Vous savez, il y a des slogans en disant si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Il y a des tas de choses comme ça. Je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que quelque part, il y a bien un endroit où on essaye d'avoir une réflexion d'ensemble. Et ce quelque part, c'est la politique. Qu'elle soit municipale, intercommunale, départementale, régionale, nationale, européenne, etc., etc. Et la façon de regarder cet ensemble est liée aussi à la formation qui est la sienne et à l'expérience qui est la sienne. Alors moi, j'ai plutôt utilisé l'expérience qui était la mienne qu'une expérience d'ingénieur. Moi, j'ai fait du bureau d'études, après j'ai fait un peu de normalisation et d'assurance qualité et des choses comme ça. J'ai été amené à travailler beaucoup avec les architectes urbanistes parce que j'avais cette responsabilité pendant les 24 ans où j'étais élu à la ville de Nancy. Si vous voulez, je crois que la façon qu'on a de raisonner, de regarder le monde et de détecter l'important de l'accessoire nous aide à construire de vrais projets. On apprenait en maths les calculs d'erreur. Je trouve que rien n'est plus paniquant que quand vous appuyant sur un postulat de base, vous affilez un raisonnement qui peut être complètement faux parce que votre postulat de base est lui-même complètement incertain. Mais néanmoins, ça plaît, en termes d'approche, de dérouler un bon raisonnement à partir d'hypothèses qui sont pour le moins contestables, souvent, voire peut-être fausses. Et ce qu'apporte, moi, je crois, cette culture d'ingénieur, et je dirais peut-être plus encore l'ingénieur INSA que les autres, parce que bon, c'est comme ça. Non, je vais vous dire pourquoi c'est comme ça. C'est un label. Parce que quand j'étais jeune, comme tout le monde on a été jeune, l'INSA était quand même l'école d'ingénieurs qui s'adressait à priorité à la couche sociale la plus démunie, dont je faisais partie. Et c'était un facteur d'ascension sociale considérable. Et tout était en place pour que vous puissiez faire des études dans des conditions convenables. Alors moi, je servais des bisous après, je faisais des trucs pour faire 3 sous, mais globalement. Il y a 2 points sur lesquels on était, ou 3 points à l'époque. Tout départ, on faisait de l'informatique, les autres écoles en faisaient très peu. Nous avions les humanités, même si on les séchait un peu, c'était quand même novateur, je le dis, c'était novateur par rapport aux autres écoles d'ingénieurs. Et la 3e, sur ce qu'on appelle le développement durable et l'aménagement. Moi, je me souviens, j'étais à l'époque génie urbain, je salue François et Bernard, François Lardon est intervenu, Bernard Darlin c'est là, etc. Quand nous apprenions, par exemple, les problèmes de pollution liés à la fumée, et le dépoussiérage, nous étions les premiers à nous préoccuper de ce type de pollution. Donc nous étions en avance. Donc quand vous prenez ce mixte de structure sociale de cette école, de ce mélange social, le fait de travailler ensemble, d'avoir cette formation d'ingénieur et derrière, à la marge, d'avoir une autre ouverture d'esprit, vous donne un regard différent. Parce que, je vais terminer pour être trop long tout de suite. Non, mais c'est intéressant. Quand vous prenez les aménagements urbains, l'urbanisme, les logements, etc., je disais à des jeunes que je salue, à qui je souhaite succès dans la vie professionnelle plus tard, si vous voulez,
c'est quand même vous qui façonnez votre ville. Enfin, moi, j'ai été très marqué aussi par la ville. Et je prends qu'un thème, parce qu'il y a 36 thèmes. Le thème de la mixité sociale. Hein, ici, on a fait une époque, la Duchère, tout ça, etc. Nous, à Nancy, on a fait une époque, le Haut-du-Lièvre, c'était les plus grandes bars d'Europe, on était très contents, etc., etc. Mais quand derrière, vous voulez avoir un climat social apaisé, un mélange, un partage et une considération des autres, vous travaillez sur la mixité sociale. La mixité sociale, c'est vous. Vous définissez votre plan d'urbanisme, vos zonages et globalement la façon dont ça va être affecté. Et je sais que sur la ville, par exemple, quand on a réhabilité ce qu'on appelle, nous, la ville vieille, qui était avant pas terrible, on avait globalement que ceux qui avaient du fric qui revenaient. À la mairie, on a imposé des logements sociaux que nous, mairie, aidions financièrement de façon considérable. Et ce qui fait que, simplement, sur un point particulier, la mixité sociale et tout ce que ça veut dire, le politique, avec sa préoccupation aussi bien d'ingénieur que d'architecte que d'aménageur, si vous voulez, continue de construire une ville où il y a un mélange, des rencontres, où c'est apaisé parce qu'il le décide. Donc il y a un pouvoir qui est tout à fait important et considérable. Alors c'est vrai qu'on ne part pas de zéro, qu'il faut reprendre ce qui a été fait avant, mais je crois qu'il y a un pouvoir qui est tout à fait considérable. Alors, je vais vous poser une question que je poserai d'ailleurs après à Roger Fougère, puisqu'il a été élu régional. Hein. Est-ce qu'il faut être vraiment politique pour changer la société? Parce que si on n'est pas politique, comment peut-on faire? Je prends un exemple très précis. Lyon, quoi qu'on en dise, et moi c'est là ce journaliste qui vous parle, est une des villes les plus polluées en France. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui de la dioxine de soufre et d'autres produits comme ça. On verra dans 20 ans, il y aura des procès pour des cancers, etc., déclenchés à Lyon grâce au tunnel routier, etc. Donc je veux dire, aujourd'hui, personne ne fait rien parce que le politique est peut-être un petit peu dépassé. À Lyon, est-ce qu'il y a des ingénieurs qui ont envie de prendre le manche et puis de dire on va faire quelque chose pour dénoncer ça et voir s'il n'y a pas des solutions? Oui, c'est des questions existentielles qui sont du quotidien. Est-ce que vous, les politiques, vous avez une influence là-dessus? Et est-ce qu'un ingénieur ou un groupe d'ingénieurs isolés peut faire quelque chose pour faire bouger la société? C'est compliqué votre question. Mais c'est le débat. Mais la première réponse, et c'est ce que disait Jean Galard tout à l'heure, elle est quand même dans l'entreprise. Une entreprise qui elle-même pollue doit avoir en responsabilité les travaux, les aménagements à faire pour que cette pollution soit la plus faible possible. Et moi, je ne peux pas douter que dans l'encadrement et dans les responsabilités, il n'y ait pas cette préoccupation. Maintenant, surtout maintenant, beaucoup plus qu'avant. La première responsabilité de l'ingénieur, elle est quand même là. Que peut apporter le politique quand il a l'information qu'il y a un certain nombre de problèmes ou de nuisances? C'est d'entamer des négociations pour voir comment on y met fin. Mais la vie, elle n'est pas si simple. Parce qu'on ne vit pas dans le monde de oui-oui. Hein. Tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau. Vous dites, non mais, moi je prends un exemple chez moi pour illustrer, pour ne pas ennuyer les Lyonnais. Nous, on a encore des mines, on va prélever de la saline, etc. Bien. Conclusion, ça nous sale la Meurthe, qui sale la Moselle, et qui sale le Rhin, mais qui lui-même est déjà un peu salé en amont, etc. On dit très bien, il faudrait trouver une solution, etc. Mais enlever le sel de l'eau, chacun sait que ce n'est pas si simple. Pour rester avec des produits compétitifs. Alors, il y a Solvay dans un coin pour prendre un nom connu, etc. Bien, très bien. Alors la logique, ce serait de dire, il faut sabrer un peu tout ça. Derrière, vous avez 1500 types qui bossent là-dessus, qui te disent, vous êtes sympa, mais à force de contraindre, etc., nous, on va se retrouver au chômage. Et moi, je le vis, parce qu'il se trouve que je suis aussi président du comité de bassin chez moi, là-bas. Vous êtes trop de Méditerranée, etc. Moi, je suis chez moi. On doit essayer de faire progresser. Mais à un moment donné, vous devez intégrer et la pollution là, sur la rivière, mais également le souci économique de l'entreprise et les emplois qui sont derrière. Et quand vous mettez tout dans la même marmite, c'est compliqué. Parce que si vous n'avez qu'une logique environnement, c'est simple. Vous devenez un Khmer vert, vous savez tout sur tout, vous savez ce qui est bien, vous n'avez pas d'état d'âme, vous dormez bien la nuit. Mais si vous vous préoccupez des hommes, de leur évolution, que vous êtes... Moi, je viens de Lorraine, je suis originaire de Rhône-Alpes, mais j'ai fait toute ma carrière en Lorraine. La Lorraine, l'économie, c'est pas terrible. Trouver du boulot, c'est pas terrible. Et si vous dites, sous prétexte de corriger rapidement un bout d'atteinte à l'environnement, on va mettre quelques centaines de types au chômage, ça vous pose un problème. Donc vous négociez
plus ou moins avec la direction pour dire, voilà, on a un problème, etc. Vous négociez avec l'État, enfin l'État c'est un peu vous, d'une certaine façon, ça dépend où vous êtes, etc., etc. Mais donc, vous avez un pouvoir, mais c'est un pouvoir qui est dilué, qui ne peut être que collectif. Je ne crois pas à un pouvoir contre les chefs d'entreprise, contre les... C'est un pouvoir un peu avec, quoi. Mais ce n'est pas possible qu'on ne trouve pas une solution si on le veut bien. Mais tout à l'heure, c'est dommage qu'il n'y ait plus l'architecte là. J'ai prévu quand même dire ce qu'un ingénieur pense des architectes. Je me suis fait matraquer dans les honoraires avec eux, etc., etc. Donc j'aurais des choses à dire. Mais si vous voulez, le politique n'est pas complètement irresponsable. Il essaye d'intégrer des intérêts contradictoires dans des rapports de force qui sont variés, mais qui sont nombreux. C'est pourquoi aujourd'hui, pour reprendre votre cas, ça se passe forcément au niveau de l'entreprise, en général maintenant de plus en plus au niveau du groupe, mais voir comment on peut aider. Et d'ailleurs, dans les collectivités locales, que ce soit les régions où j'ai siégé aussi une quinzaine d'années, j'ai fait autant au Conseil général, on aide parfois des entreprises à mettre au point un équipement, enfin à investir, etc., pour dépolluer ou polluer moins, etc., etc. Donc quand tout le monde s'y met, on peut. Le tout est de le vouloir, d'y passer du temps, de convaincre et d'accepter d'y prendre un certain nombre de responsabilités.